Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. D'Europe, entre la Volga et le Rhin, qu'il y avait parmi ses ancêtres des princes russes et des barons baltes, un général prussien, la traductrice de George Sand en géorgien, une demoiselle d'honneur de la dernière impératrice et au moins un régicide. Que les uns vivaient en Toscane dans une résidence d'été des Médicis, que les autres promenaient des loups dans les salons de Saint-Pétersbourg, et qu'après avoir tant possédé, ces gens ont tout perdu dans la tourmente de 1917. Il décrit le monde miséreux et superbe de l'émigration russe, les grands-ducs devenus chauffeurs de taxi, les princesses qui gagnaient leur vie en faisant du repassage à domicile, et la petite fille si fière qui avait honte à chaque rentrée scolaire quand elle devait épeler son nom, Zourabichvili. Vraiment, soupiraient les professeurs, un nom à coucher dehors. Assez audacieusement, il ne fait l'impasse ni sur son père collaborateur, disparu à la libération de Bordeaux quand elle avait 15 ans, ni sur son fils, moi, qui ai révélé cette vieille histoire dans un livre qui l'a fait souffrir. Légende dorée. Notre mère était apatride. Le jour où elle est devenue française, elle aurait voulu, à la mairie, chanter la Marseillaise, réciter la Constitution, prêter serment sur le drapeau. Elle a été déçue qu'on ne lui demande rien de tel. On saute 20 ans, 30 ans, la jeune fille devient spécialiste de l'Union soviétique, ce colosse dont elle a été une des premières à faire voir les pieds d'argile, et c'est la reconnaissance, la gloire, l'élection à l'Académie française. D'une voix douce, enjôleuse, avec des silences savamment placés, Macron la décrit s'avançant sous la coupole, saluant à la ronde, et soudain, un instant, ralentissant, pour une fraction de seconde, l'espace d'un vertige. Ce jour-là, en s'asseyant dans le fauteuil de Corneille et de Victor Hugo, l'enfant d'émigré pauvre qui a appris le français à 5 ans est devenu l'incarnation de la République française et de sa langue qu'elle a servie jusqu'au dernier moment. Pour finir, une anecdote dont je ne sais pas qui l'a racontée à la plume, mais il est difficile d'imaginer une meilleure chute. Les derniers mois de sa vie, notre mère pressait le rythme pour mener à bon port la 9e édition du dictionnaire de l'Académie. Le 6 juillet, un mois exactement avant sa mort, elle a présidé la séance où on a défini le dernier mot de la langue française, zygomatique. Après zygomatique, conclut Macron, on peut mourir en paix. Et maintenant c'est à vous, vous la petite fille des steppes et la mère de la coupole, l'apatride et la matriarche, l'orpheline et la tsarine, que la France endeuillée présente une dernière fois ses hommages. Vive la République, vive la France. Dans le bureau de ma mère. La veille de la cérémonie aux Invalides, mes sœurs et moi avons rendu les clés de l'immense appartement de fonction, quai Conti, où nos parents vivaient depuis que notre mère, jusqu'alors simple membre de l'Académie, en était devenue la secrétaire perpétuelle. Une partie des meubles a trouvé place dans l'appartement, de dimensions plus raisonnables que nos parents avaient acheté en prévision du jour où ils quitteraient l'Académie et où notre père, finalement, habitera seul. Ma participation à ce considérable déménagement a surtout consisté à trier des livres et des archives dans les bureaux de nos parents. Avec ces bibliothèques, dont une échelle en bois verni permet d'atteindre les derniers rayonnages, ces presse-papiers de bronze, ces sous-mains de cuir fauve, ces photos encadrées où on la voit en compagnie des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, de Chirac, de Sarkozy, de Simone Veil, de Claude Lévi-Strauss et de Vladimir Poutine, celui de ma mère est si solennel que j'imaginerais mal d'y travailler. Mais elle le faisait tous les jours, vaquant à la fois aux nombreuses tâches qu'impliquaient ses fonctions et, tôt le matin, écrivant 3 heures de suite des livres que je l'admire d'avoir continué à écrire jusqu'au bout, alors que rien ne l'y obligeait et qu'il n'ajoutait pas grand-chose à sa gloire. Elle tenait à cette discipline, comme à prendre des douches froides. Elle prétendait même prendre, comme Ernst Jünger, des bains froids, ou à apprendre l'allemand à 90 ans. Je triais, je jetais, j'empilais, les piles les plus hautes étant comme toujours quand on range ce sur quoi on repousse le moment de statuer. Je restais tard, après le départ de mes sœurs, dans l'appartement déserté. Je regardais par les hautes fenêtres couler la Seine sous le pont des Arts et le flot des voitures sur le quai. L'heure venue,
J'allumai la télévision pour suivre l'émission quotidienne consacrée par la chaîne d'information LCI à la guerre en Ukraine. Jamais je ne m'étais intéressé d'aussi près à un pan de la...